Aux abords de ce collège-lycée nantais, malgré la foule, un silence pesant. Ce vendredi après-midi, 24 heures après le drame qui s'est déroulé derrière les grilles de l'établissement, le temps du recueillement. Ces élèves sont venus rendre hommage à leurs camarades assassinés la veille en plein cours par un autre lycéen et aux 3 autres blessés. C'était une personne souriante qui ne cherchait pas les problèmes. On est vraiment touchés, ça aurait pu être nous. On est triste en fait pour les victimes et pour leurs proches. Donc on s'est dit on va les soutenir, on va leur rendre hommage. Les policiers s'occupent du filtrage. Vous avez votre carte s'il vous plaît? Non mais c'est bon, il est bien de chez nous. Seuls les élèves scolarisés ici ont l'autorisation d'entrer au compte-gouttes. Mes fleurs, je ne peux pas rentrer. Est-ce que vous pouvez les poser? Les gars, vous pouvez. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais. Ce père de famille est venu accompagner ses fils. Juste une consigne. Vous restez ensemble. D'accord. Et toi, tu nous fais un petit message quand vous savez que vous partez. D'accord. Juste. Allez, bon courage à tout à l'heure. Les visages sont graves, fermés, les têtes basses. Un rassemblement douloureux mais nécessaire face à une tragédie jusqu'ici impensable. Un peu excentré, à l'est de Nantes, Notre-Dame de Toutes Aides. Un immense groupe scolaire privé, l'un des plus importants en Loire-Atlantique. C'est un groupe scolaire catholique sous contrat avec l'État et c'est un grand groupe scolaire qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a à peu près 2000 élèves qui sont scolarisés là-bas. On parle d'un milieu protégé, voire même privilégié. C'est un établissement qui n'avait jamais fait parler de lui. Il est aux alentours de 12h30 ce jeudi. Depuis le début de la semaine, les élèves sont de retour en cours après les vacances de printemps. À cette heure-là, certains sont en pause déjeuner, d'autres encore en classe, lorsque l'un de leurs camarades, Justin P., lycéen de seconde, franchit les portes du bâtiment. Ce jeune garçon, Justin P., va pénétrer dans son lycée. Il a un pantalon noir, des chaussures de sécurité, il a son sac à dos. Il pose d'abord ses affaires dans les toilettes, puis il arrive devant une classe de seconde, il entre, il demande un prénom et un nom, et à ce moment-là, personne ne comprend bien de quoi il parle. Dans son attitude, rien n'attire l'attention, il n'a pas de couteau à la main. Il repart tout de suite après. Et il va revenir quelques instants plus tard, cette fois-ci un couteau à la main, le visage complètement masqué, des lunettes de soleil, et il se jette sur sa première victime, qui s'appelle Lorraine, 15 ans, et qui va succomber quelques instants plus tard à ses blessures. Il s'en prend exclusivement à cette élève de 15 ans. Il va s'acharner sur elle. Il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. La plupart, voire l'intégralité des coups de couteau ont été donnés sur le haut du corps, sur le crâne, dans la gorge. Et tous les témoins présents indiquent qu'il a continué à s'acharner sur elle alors qu'elle est tombée à terre. Justin P. sort alors de la salle, puis rentre dans celle d'à côté, une autre classe de seconde. Là, il poignarde une fille et 2 garçons âgés de 15 et 16 ans. Dans les couloirs, c'est la panique. Un technicien informatique de l'établissement qui a entendu des cris tente alors de s'interposer et de stopper net le parcours meurtrier de l'adolescent. Il entre dans la salle de classe et il prend une chaise qu'il jette sur l'assaillant pour essayer de le maîtriser. Mais à ce moment-là, sa réaction va le surprendre puisqu'il se met à le pourchasser dans les couloirs. Donc le responsable informatique part en courant, l'assaillant à ses trousses. Ils vont arriver jusqu'au rez-de-chaussée du lycée. Et là, ce responsable informatique va avoir la présence d'esprit de comprendre que dans la cour de récréation, il y a d'autres élèves. Il y a donc un risque qu'il y ait d'autres victimes. Il va donc fermer une porte qui mène vers l'extérieur et tenter de maîtriser l'assaillant. Il va le convaincre de poser ses armes au sol. Il les pose, il se jette à terre et à ce moment-là, le responsable informatique va le maintenir. Et des témoins vont dire qu'à ce moment-là, Justin P. va dire « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Dans l'une des salles de cours voisines, Clément,
lui aussi élève de seconde, dans la même classe que Justin P., comprend qu'il se passe quelque chose. On entendait pas mal de bruit qui venait de la cour, des courez, on trouvait ça un petit peu bizarre. Puis après on entendait des élèves qui criaient et qui couraient dans les couloirs. Là on s'est un petit peu alarmé, on a dit à la professeure si ce serait pas préférable de fermer la porte à clé. Et à ce moment-là, il y a un surveillant qui a ouvert la porte et qui nous a dit de courir et de s'éloigner parce que c'était dangereux et qu'il fallait qu'on aille dans la cour pour pouvoir ensuite être mis en sécurité. On descendait les escaliers et là, on a vu Justin qui était à terre avec un adulte en train de le neutraliser. Et c'est là qu'on a immédiatement compris que c'est de lui que venait le problème. Immédiatement, l'établissement est bouclé. Aucun élève ne peut sortir ni entrer dans l'enceinte du lycée. Sur le trottoir, derrière un périmètre de sécurité, leurs parents, angoissés, s'impatientent. Nicolas a 3 enfants, tous scolarisés ici. Il a été prévenu par l'un de ses fils, en classe de seconde, qui a assisté à la scène. Il m'a appelé pour me prévenir qu'il y a un élève qui était rentré et qu'il avait agressé au couteau d'autres élèves. Donc, voilà. Sous le choc, évidemment, ça venait juste de se passer. Donc, je suis venu ici directement et on sait que tout va bien, mais on attend de pouvoir les prendre dans nos bras pour s'en assurer et puis de gérer le stress que ça va générer, quoi. Car à l'intérieur du lycée, les élèves sont effrayés. Les élèves sont tous terrifiés. Une source proche dans l'enquête nous a expliqué que lorsque les policiers arrivent au premier étage pour leur venir en aide, ils sont tous réfugiés dans une salle de classe. Ils ont fermé à clé, ils sont complètement barricadés et dans un premier temps, ils vont refuser d'ouvrir aux policiers tellement ils sont à ce moment-là terrorisés. On nous décrit aussi des cris, des hurlements qui viennent de cette salle de classe. Donc on a été mis dans une salle avec les élèves témoins de ces actes. Là, on en a parlé et on a appris plus en détail ce qui s'était passé. On était extrêmement choqués, complètement bouleversés. On ne se rendait pas réellement compte de ce qui venait de se produire. Les adolescents sont alors pour certains confinés dans le gymnase voisin. C'est le cas d'Antoine, élève de 3e, qui filme ces images. Tout le monde est rentré en courant dans le gymnase. Les consignes étaient strictes. Il ne fallait pas qu'on parle, il fallait qu'on les écoute, il fallait qu'on reste à l'affût de ce qui allait se passer. Et donc les consignes, c'était vraiment rester assis parce qu'ils ne voulaient pas que les personnes se lèvent parce que, par exemple, pour les malaises, etc., vu qu'il faisait très chaud. Les forces de l'ordre arrivent sur place en 8 minutes et interpellent Justin P. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils trouvent sur Justin P 2 couteaux. Un couteau de chasse qui lui a servi à poignarder les différentes victimes et un couteau à lame repliable qui est rangé sur lui. Et au premier étage, sur les indications du jeune homme, ils vont retrouver dans les toilettes son sac à dos avec à l'intérieur un faux pistolet avec des billes en plastique et une canette de boisson énergisante. Justin P., un adolescent âgé de 16 ans. Enfant de parents divorcés, il est scolarisé à Notre-Dame de Toutes Aides depuis 2021. Un élève jusque-là plutôt discret et solitaire. Il était souvent absent, même depuis le début de l'année. Il venait rarement en cours et ça devenait presque un événement qui vienne sans jamais qu'il nous donne de justification. Ses résultats, ils n'étaient pas très satisfaisants. Il avait plutôt pas mal de difficultés au niveau scolaire. S'il est plutôt timide, il participe très peu, on l'entend pas trop, il est très souvent absent. Alessio, 18 ans, qu'il fréquentait à l'extérieur du lycée pour jouer au foot ou aux jeux vidéo. On traînait dans Nantes ensemble avec des amis à lui qu'il avait et que moi j'avais aussi. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec lui. Il m'avait dit qu'il aimait bien rester avec les plus grands parce qu'il se sentait en sécurité, parce que ça allait pas bien en cours, il disait, ou quoi que ce soit. Du coup, moi je veux pas dire non, s'il veut se sentir en sécurité, qu'il vienne, il n'y a pas de souci. Là encore, Justin P. reste un peu en marge, taciturne et souvent renfermé.
Oui, il est très calme. Ça veut dire qu'il reste tout seul dans son coin, il parle pas, il a toujours la tête baissée. Quand je lui posais la question comment il s'appelait au début, il me disait pas « et toi ?» Je lui disais « t'as quel âge ?» Il me disait son âge, mais pas « et toi ?» Genre que pour lui. Et sur son téléphone, il regardait son téléphone, il regardait même pas dans les yeux. Pour moi, c'est un faux calme. Pour autant, jusque-là, Justin P. n'a jamais été mêlé à des événements violents. Ce qui inquiète plutôt ses amis et camarades de classe, ce sont ses idées et les propos extrémistes qu'il tient régulièrement. Il parlait souvent d'Hitler, ou il faisait souvent des liens avec les nazis, ou même sa photo de profil sur les réseaux, c'était un logo SS. Donc bon, déjà, on voyait ça, on trouvait ça louche, quoi. Il a déjà ramené Mein Kampf au lycée. Un jour, il avait aussi ramené un brassard nazi avec une croix gammée dessinée dessus qu'il s'était amusé à faire en papier. Donc il l'avait mis dans son sac et il nous l'a montré, il l'avait sorti un petit peu fier. Un comportement signalé à la direction qui avait convoqué l'élève avec sa mère la veille des vacances de Pâques. Sa mère, qui l'avait elle-même emmené à 6 reprises consulter à la maison des adolescents de Nantes. Mais son discours restait inchangé. Nous parlait de nazis, d'extrémistes, de djihadisme, même du journal d'Anne Frank, je sais pas, plein de trucs. Mais moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'il m'a parlé du 11 septembre. C'est juste là où j'ai eu le plus peur, où il nous disait ouais, ça a l'air incroyable de détourner un avion, de conduire un avion sans savoir le conduire et tout. Voilà, je prends mes distances avec lui, sans rien lui dire. Juste voilà, quoi. S'il veut me parler, il vient me parler, mais moi, j'irai pas moi-même vers lui lui parler. Jusqu'à dimanche dernier, sur leur groupe Snapchat, Justin P. prend la parole, comme pour dire adieu à ses amis. Il nous appelait, nous, dans un groupe sur Snapchat. Il disait que c'était la dernière fois qu'on allait le revoir, qu'il nous souhaitait une longue vie et tout ça. Après, il a raccroché direct et moi, j'ai eu direct l'envie de le rappeler en privé entre moi et lui pour lui demander si ça allait ou voilà quoi. Et il voulait pas parler, il me disait longue vie à toi, je souhaite que du bonheur, prends soin de ta famille, bloqué, raccroché. C'est la dernière fois qu'Alessio a entendu parler de Justin P. Était-ce le signe annonciateur d'un passage à l'acte imminent? Jeudi matin, en tout cas, il ne laisse rien paraître. Et pour la première fois de la semaine, l'adolescent se présente en cours. Le matin, les premiers cours, il était présent. Puis après, on a eu une heure de trou où on était libre. Là, à ce moment-là, il a disparu alors qu'on est censé rester à l'établissement. On est obligé normalement. Et on ne l'a pas vu revenir pour l'heure de cours d'après. À la place, le lycéen envoie un mail à l'ensemble des élèves de l'établissement. Un document de 13 pages intitulé « L'action immunitaire ». L'email ne contient rien si ce n'est un document attaché, une pièce jointe, qui est une espèce de manifeste. L'auteur parle d'écocide, d'aliénation mentale, de société capitaliste et surtout il expose qu'il faut résister, il faut crier, il faut résister. Voilà ce qu'il dit. La mondialisation a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain. Pourquoi continuer à vivre soumis à un système qui détruit notre essence même ? Pour autant, c'est un document de 13 pages qui ne comporte pas une faute d'orthographe, avec des phrases extrêmement compliquées dans leur tournure, qui fait par exemple l'exégèse d'un tableau de Bruegel l'Ancien. C'est quelque chose de très érudit. En prenant toutefois une précaution, il explique que ce manifeste ne justifie en aucun cas les actes, sans préciser de quels actes il s'agit. Pour les élèves destinataires du message, un nombre retient particulièrement leur attention, car il fait écho à un événement survenu quelques mois plus tôt au lycée. Comme titre, le mail avait pour le chiffre 21. Et donc, il y avait eu un événement dans l'établissement il y a quelques mois. Et en fait, c'est dans les toilettes, il y avait des étoiles de David avec écrit 21 au centre, écrit un peu partout au feutre. On n'avait pas fait le lien directement, mais c'est là, en recevant le mail, qu'on a directement fait le lien. Comment expliquer ce passage à l'acte qui semble avoir été minutieusement préparé? Lui-même n'a donné aucune explication aux policiers. Justin P. connaissait-il alors personnellement ses victimes? Selon nos informations, des élèves ont raconté aux enquêteurs que par le passé, lors d'un voyage scolaire, Justin P. avait fait des avances à cette jeune fille qui les avait refusées. Une hypothèse à relativiser. Selon le procureur,
C'était la seule personne avec qui il entretenait de bonnes relations dans le lycée. Seule certitude, l'assaillant présente un profil suicidaire. En témoignent les inscriptions qu'il a laissées avant son passage à l'acte. Au cours de son premier passage dans les toilettes, il avait écrit au feutre sur les murs un certain nombre de phrases, l'une d'entre elles étant qu'il souhaitait qu'on lui tranche la gorge. Il s'est également scarifié quelques minutes avant le drame. Une fragilité extrême, confirmée par les médecins qui l'ont examiné après son interpellation. Et quelques heures plus tard, ce médecin va estimer que son état n'est pas compatible avec une garde à vue, son état psychiatrique. Il va donc être interné d'office. Si au moment des faits, les experts estiment qu'il était en pleine possession de ses moyens et que son discernement n'était pas aboli, Justin P. sera jugé. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.